Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Bénézé, cofondateur de Team Bakery, une jeune entreprise qui aide les équipes à mieux travailler ensemble. Dans cette émission, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes de conviction qui pensent que l'épanouissement au travail passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pairs. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leurs preuves, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une excellente écoute. Salut Pauline, comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Moi ça va très bien, on est un jeudi après-midi de grève. Plus aucun métro ne bouge dans Paris, donc on est au Chacun chez calme, soi, bien au chacun chaud. chez soi, vive le télétravail. Je suis ravi de t'accueillir dans le podcast aujourd'hui. Je mesure la chance qu'on a parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir différents types d'organisations. Et Pauline, je vais tout de suite te présenter. Alors je vais faire ça rapidement, après je te demanderai de compléter. Tu es en charge, alors tu es Head of Learning, Global Head of Learning Talent Development chez Kering. Alors Kering, pour les quelques personnes qui nous écouteraient qui savent pas ce que c'est un groupe Tu qui serais est spécialisé. surpris. Ouais, mais en Plus fait je de pense gens que qui ne savent pas que ce qu'on croit. je pense qu'une stratégie de renaming ça prend du temps et effectivement je pense que même si vous connaissez pas le nom, vous savez ce qu'il y a derrière. Groupe de luxe, joaillerie, des marques comme Saint Laurent, Gucci, Balenciaga. J'ai pris quelques notes. Je te cite celles que moi je connais. Bottega Boucheron aussi. Veneta, tu connais, je suis sûre. Tu vois, celle-là je la connaissais pas. Ah, Peut-être alors que là, je la tu connais. connais sans. Voilà. Ne raccroche pas tout de suite. Ne raccroche pas tout de suite. Donc tu es en charge de ces sujets effectivement learning, talent, développement dans une organisation qui est, j'allais dire immense. Je sais pas si elle est immense, mais en tout cas elle est assez conséquente. Voilà, près de 45 000 employés partout dans le monde. Un groupe qui doit être en pleine transformation aussi lui-même, des enjeux de recrutement, des enjeux de fidélisation. Alors on va essayer d'aborder l'ensemble de ces sujets. Ce que je trouve intéressant aussi dans la discussion qu'on va avoir, c'est que donc là aujourd'hui tu es en charge de ces sujets, tu es aussi coach, facilitatrice, donc tu as été du côté, alors je sais pas si c'est prestation, en tout cas exécution sur ces sujets-là. Ouais. Voilà, on va essayer de faire un peu un overview de ce que c'est le talent aujourd'hui chez vous, comment vous faites en sorte de le cultiver, aussi de motiver les équipes dans la durée. Voilà un petit peu le programme, ça va être une discussion à bâton rompu. Avant qu'on se lance dedans et qu'on essaye d'explorer ça ensemble, est-ce que je peux te demander de te présenter, représenter, et puis peut-être quelques mots aussi sur Kering que j'aurais oublié. Donc je m'appelle Pauline Kiechman, je suis chez Kering depuis 2 ans et demi. Je suis arrivée la première semaine du confinement, 16 mars 2020, c'est assez facile de m'en souvenir. Et je suis arrivée, dans une organisation qui avait déjà fait plein de choses, sur la partie formation, mais qui a été, comme tout le monde, disruptée dans ses usages et ses utilisations de la formation, par le Covid. Donc j'ai passé 18 mois à peu près à faire quand même pas mal de pompiers, de comment est-ce qu'on y va, on n'y va pas, si on y va comment est-ce qu'on fait de la formation, et À notamment du distance. leadership development, parce que moi je suis responsable de plusieurs choses et je te l'expliquerai dans une minute, mais comment est-ce qu'on fait certaines de ces activités-là à distance? Et puis il y a eu une deuxième phase, depuis un peu plus d'1 an, où on a vraiment établi une stratégie assez claire de comment est-ce qu'on transforme notre organisation en une organisation qui sait apprendre, qui a une culture de l'apprentissage, et qui, donc se dote des moyens pour arriver à cette, stratégie, à réaliser cette stratégie d'ici, 3-4 ans. Et ça s'exprime de manière assez concrète, en fait. Donc, voilà, je pourrais t'expliquer ça. De manière, globale, j'ai un parcours qui est vraiment ancré sur le développement des personnes. J'ai vraiment abordé toutes les manières de faire ça.
Si on imagine que le développement, c'est un diamant et qu'il a autant de facettes que de manières de faire ce métier. J'ai été consultante, en externe, dans une boîte de conseil sur les sujets talent, leadership, engagement. J'ai été talent manager, dans une boîte, de moyenne taille qui est Eurostar. J'ai été, DRH d'une start-up et j'ai fait du développement, des compétences et des talents, dans un groupe concurrent pendant assez longtemps. Et puis, j'ai aussi été effectivement, executive coach. Et j'avais mon organisation, ma structure, pendant un petit moment et j'ai été, attirée par revenir dans le corporate parce qu'il y avait un vrai projet intéressant, ambitieux, engagé, chez Kering. Et donc c'est ça qui m'a fait rejoindre l'organisation. Top. Et aujourd'hui, en quelques mots, le learning chez nous et en tout cas ce dont je suis moi en charge, c'est la partie digitale pour tout le monde. Donc, ce qui a pris une proportion, beaucoup plus importante que ce que c'était avant le covid. Et donc ça passe par, des LMS et des LXP, des Learning Management System et des Learning Management Experience, qui donnent effectivement à la fois de la formation pour tout le monde et une certaine forme d'individualisation. Ça passe aussi par quelles sont les expériences qu'on a envie d'offrir à tous nos collaborateurs ou spécifiquement à nos managers. Et puis ça passe aussi par, qu'est-ce qu'on fait pour nos talents et nos dirigeants. Et donc c'est vraiment le full scope. Il y a des choses que je fais pas, et notamment je m'occupe pas, de la formation pour le retail, Ok. parce que c'est une formation qui est extrêmement, spécifique et qui est extrêmement spécifique à chaque marque. Et l'avantage, de travailler dans un groupe comme le nôtre, c'est que chaque marque a vraiment son identité, qu'il est important de la respecter et que donc sur ces formats-là, on a besoin que la Hmm. marque, puisse infuser ses valeurs, sa culture et cetera. Donc c'est pas ça se fait pas au niveau groupe. Ouais, la Heu, formation retail est très proche du marketing en réalité, ou de la du marque. produit, en Ouais. fait. Ouais, tout à fait. Et puis après j'ai envie de te dire plus compétences techniques, Hmm. sur des fonctions, spécifiques comme la finance ou la tech, on a des gens qui vont utiliser une partie des outils qu'on propose et puis qui vont aller plus en profondeur sur ces métiers-là. Voilà. Ok. Merci beaucoup. C'est très clair. Peut-être sur la partie dont tu es responsable, donc là on a vu il y a beaucoup de monde. J'imagine que effectivement dans ça m'intéresse de savoir d'ailleurs dans ces 45 000 personnes, du coup, tu en as combien dans ton scope? Parce que j'imagine que le retail c'est pas négligeable dans vos équipes. Oui, mais en fait, je me sens responsable de tout autant du retail quand je D'accord. parle de culture d'entreprise typiquement. Et la culture Ok. de l'apprentissage, ça se fait à tous les niveaux. Le retail en fait partie. Je fais aussi, par exemple, toutes les formations obligatoires. On en a quelques-unes sur l'éthique, la compliance, et cetera. Mon scope, Hmm. c'est 100 des gens. Voilà, il y a des sujets transversaux qui touchent tout le monde parce qu'on est un salarié du groupe. Donc, Ok. c'est sur ces sujets-là, je considère qu'on a un rôle à jouer, dans, l'apprentissage. Je vais te donner un Dac. exemple assez concret. On lance en mars un Global Learning Day, donc vraiment une journée sur laquelle on a envie de familiariser, de donner la possibilité à tout le monde de se poser la question de savoir: «C'est quoi l'apprentissage pour moi? Par quoi ça passe?» C'est pour tout le monde. C'est pas juste pour une petite partie de la population. En revanche, ça va prendre des formes un peu différentes parce que les métiers sont différents, parce que les modalités vont être différentes. Quand on est sur le shop floor, on va pas forcément avoir, 2 heures à aller consacrer à se connecter en ligne, mais ça veut pas dire qu'on va pas s'en occuper. Ok. Ah, Voilà. sans rentrer dans le détail, est-ce que tu as quelques exemples? Alors, je sais pas si on prend, je sais pas, deux, trois personas, en tout cas deux, trois types de collaborateurs. Bah, tiens, très bien, le floor manager, donc qui est en boutique, peut-être on va dire un manager opérationnel, de 3 ans d'expérience en management, et un leader sur une journée comme ça ou sur un dispositif comme ça se matérialise comment en termes de modalité? Alors déjà, je pense qu'une des choses qui est particulière chez nous, mais qui est probablement comme ça dans beaucoup de grands groupes, la complexité, elle est beaucoup plus grande que ça en Ouais, termes de personas. j'imagine. Déjà, on a C'est 3 juste types de pour populations. On a illustrer les un tout petit Ouais, mais on a les gens qui sont, dans des fonctions de bureau, qui peu. gèrent Ouais. leur temps, pour la plupart. On a des gens qui sont dans des fonctions de production, qui pour le coup gèrent probablement pas exactement leur temps, de manière, totalement autonome. Et une troisième population qui sont les gens qui sont en boutique. Donc déjà ça, c'est les 3 grands types de métiers que nous on a.
Et ces gens-là, on va pas les approcher de la même façon. Donc sur le shop floor, sur les boutiques, on va déconstruire, un certain nombre des programmes qu'on a en petites sessions de 5 à 15 minutes qui peuvent être intégrés dans des morning briefings. On va aussi, proposer des formats qui seront disponibles pendant 1 mois parce qu'en fait, ça permet aux gens d'aller choisir les contenus qu'ils vont avoir envie d'aller regarder pour faire partie quand même de l'initiative globale, mais on va leur donner plus de temps et l'étaler plus. Ok, Sur les opérations, on va probablement organiser des choses en physique à l'intérieur de la journée de ces personnes-là, mais donc c'est organisé avec les RH de chacun des sites, chacune des marques. Hem Et pour les salariés qui sont plutôt, dans des métiers de bureau, ils peuvent à la fois se connecter en ligne le jour J, avoir accès à la plateforme après ou même faire des événements physiques. ok, Aller participer au déjeuner où on va entendre, le patron, ou la patronne chez nous souvent, parler de son expérience, sur l'apprentissage, par exemple. ok. Et alors du coup, je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu arrives quand même à unifier un petit peu alors je sais pas si c'est la mesure d'impact, mais l'efficacité du dispositif? Je sais pas si c'est une obligation d'ailleurs de moyens ou de résultats sur un dispositif comme celui-ci, de dire bah en fait on a mis en place la journée et il faut que ça concerne tout le monde et on met en place les différentes modalités pour que ça concerne tout le monde. Est-ce que toi, enfin alors je sais pas si c'est la première que tu fais où elle est autant déployée, mais quand tu penses ce type de dispositif, est-ce que tu penses aussi la mesure d'impact, de te Ouais. dire bah tiens en fait j'imagine que tout ça coûte de l'argent et c'est aussi un truc qui prend pas mal de temps. Comment tu vois, est-ce que tu arrives à unifier un petit peu les indicateurs que tu crées sur effectivement j'imagine que pour les populations de bureaux c'est en ligne donc ça doit être beaucoup plus simple à suivre. Les autres c'est plutôt Ouais, et du déploiement. paradoxalement, c'est pas forcément les métiers pour qui c'est le plus simple de se déconnecter de sa journée, de ses meetings et voilà. Donc en fait, on part du principe que si on veut, utiliser des chiffres qui existent déjà, la courbe de diffusion de l'innovation, c'est si on touche 16 des gens. Donc selon le groupe de gens qu'on va avoir, on va aller regarder comment est-ce qu'on peut arriver à toucher ça. On sait que c'est Donc autour de c'est une 7 000 sorte de personnes. Voilà, ok. là, c'est ça notre objectif. Après, on les va les engager de plein de manières différentes. Donc, pour moi, c'est l'accumulation de ces choses-là. Si on a 7 000 personnes qui ont touché un de nos points de contact, c'est une réussite. Tout ce qu'on a au-delà, c'est du bonus sur une première année et puis après, j'ai envie de te dire, rendez-vous fin mars et puis on en reparle, hein. Ah Parce que mais c'est comme je hyper te le intéressant ça. disais aussi, tu vois, cette idée de se dire, «Ça va rester en ligne pendant un certain temps pour pouvoir toucher les populations», le jour même de l'événement, c'est le début, c'est pas la fin. Donc Ouais, voilà. tu un côté diffusion derrière et d'ailleurs c'est intéressant aussi je pose la question comme ça, j'imagine que tu y as réfléchi, de te dire tiens, il y a un temps fort qui est ce learning day. Derrière, comment tu dis bon bah au fait le next step c'est ça quoi. Et Mmh. puis tu commences à rediffuser sur les différents outils ou Ouais. les différents programmes que tu as. Écoute, on a une stratégie de communication, qu'on est en train de développer sur la fonction learning parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on fait beaucoup de choses, mais on n'en parle pas suffisamment et on a 3 niveaux de communication. Alors je vais le dire en anglais parce que c'est comme ça qu'on se le dit. Moi, j'ai dans mon équipe, j'ai 9 nationalités, donc évidemment, on parle anglais. Mais on a le hum, sing et shout. Donc hum, c'est vraiment le bruit de fond que tu entends en permanence et les choses sur lesquelles on fait de la communication, j'ai envie de te dire pas toutes les semaines, mais presque. Sing, c'est ces moments où, voilà, on a, le onboarding pour les RH, on a éthique et compliance, on a des moments comme ça où on a besoin de Du faire un temps peu de fort bruit. quoi. Mais le Global Learning Day, c'est shout. Ok. Et on a mis beaucoup de choses en place avant. C'est-à-dire que c'est pas la première brique. La première brique, ça a été d'avoir un LMS, et un LXP, en tout cas une expérience suffisamment puissante pour dire: «On a les ressources pour aider les gens une fois qu'ils ont décidé de ce qu'ils voulaient apprendre». Ok. D'ailleurs, je passe à ce sujet-là parce que enfin, alors, tous les sujets m'intéressent. Je pense qu'on reviendra sur le marketing du learning parce que je partage ton constat et on le voit chez tout le monde. Et je pense que globalement, moi, étant ingénieur de formation, j'adore concevoir des choses, mais je me suis vite rendu compte aussi que t'as beau avoir conçu un truc bien, si tu sais pas en parler et si tu mets pas en place une stratégie pour le diffuser, à la fois sur des temps forts et à la fois sur le long cours, bah en fait t'es passé à côté de l'objectif. Il y a deux axes sur lesquels, enfin,
je vois une matrice ou une grille là quand tu me présentes, tu vois, les différents personnages et de dire, bah en fait, il y a des trucs, faut qu'on adapte aussi les modalités. Est-ce que toi, il y a des ingrédients, alors je commence par le premier qui va être plutôt le côté, alors, je vais peut-être mal le dire, mais industrialisation de l'information, de se dire, bah effectivement, il nous faut un LMS, un LXP global, qu'on serve, enfin qu'on ait vraiment la, j'allais dire la couche, pas de base, mais voilà, un truc un peu cross maison, enfin cross marque, qui servent un petit peu tout le monde. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu as fait super attention quand tu as déployé ça? Alors, je sais pas si c'est ton cahier des charges, mais tu vois, les 2, 3, 4, 5 ingrédients, je sais pas, auxquels tu fais super attention quand tu penses à ça. Et puis, sur l'autre track, c'est plutôt bah, quand tu vas aller sur de la personnalisation, pareil, c'est quoi les étapes clés ou les différentes choses auxquelles tu fais attention quand tu mets au point un programme peut-être un peu plus tailor-made ce coup-ci, quoi. Donc, Alors, deux questions dans une. ouais, je sais pas si je vais répondre à tout, donc je te fais ma réponse, tu me diras ce que tu en penses. Mais d'abord, la première chose, c'est le for all, il est forcément digital. Parce qu'on est 45 000, on est dans un nombre de pays assez élevé, on parle pas tous la même langue, on n'a pas les mêmes time zones, donc de toute façon, il est digital. Notre plateforme de learning, elle est customisée par maison, c'est-à-dire que la plupart des gens vont se connecter dans le moyen terme, hein, parce que c'est pas encore le cas aujourd'hui, et avoir accès à une plateforme qui va ressembler à, leur marque. Donc ça, c'est la première re couche qui est la même pour tout le monde. La deuxième couche, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est est-ce que je suis un contributeur individuel ou un manager? Selon ça, je vais déjà avoir accès à des choses qui vont être un petit peu différentes. La troisième, c'est selon ma marque, effectivement. En plus de ce que le groupe propose, il va y avoir des choses qui vont être dédiées selon, ta marque et puis après, la dernière, catégorie, c'est selon ton métier. Donc si tu fais, partie, de l'équipe finance, quelle que soit ta marque, en plus de toutes les couches dont on a déjà parlé, tu vas aussi bénéficier de choses qui sont liées aux compétences dont tu vas avoir besoin ou qui ont été identifiées au niveau du groupe. Moi, j'ai une croyance, sur les compétences qui est que enfin, c'est pas seulement ma croyance, je pense, que ce on me dit que la durée de vie d'une compétence, c'est entre 12 et 18 mois aujourd'hui, et qu'il y a 35 de tes compétences qui seront obsolètes l'année prochaine, ou en tout cas sur lesquelles tu vas devoir, te mettre à jour. Du coup, Heu, il faut que tu puisses avoir accès à toutes ces couches différentes parce que chacune des personnes qui sont responsables de ça vont aussi essayer d'offrir quelque chose de nouveau, d'approprié, de au plus près de ton métier, au plus près des enjeux et au plus près de ce qui se passe, dans le monde. Donc tous ces éléments-là, mis bout à bout, ça te donne une expérience qui va être assez différente selon que tu fasses du merchandising dans une de nos marques, en Italie ou que tu fasses de la finance en APAC pour le groupe. Voilà. Donc tu vas avoir un panel, assez différent, et on se répartit la responsabilité entre ces différentes entités. Donc tout à l'heure, tu disais quels étaient les personnages. J'ai aussi pensé au fait que chez nous, il y a en plus de ces 3 populations-là, une matrice à 3 bornes entre les marques, le groupe, et la région selon laquelle on est. Donc ça donne beaucoup de gens qui sont, concernés par, par le développement, de nos collaborateurs et qui donc vont apporter aussi des regards croisés et donc s'enrichir mutuellement, pour pouvoir offrir, l'expérience la plus positive et la plus complète, à l'ensemble de nos collaborateurs. Merci beaucoup pour cette réponse qui est bien plus limpide que la question ne l'était. Euh, Il y a un truc qui est intéressant dans le dispositif que tu as mis en place, donc je pense que c'est LMS, LXP là-dessus, c'est qu'on voit bien qu'il y a cette logique de mutualisation. Question qui m'intéresse, c'est comment tu remplis, en tout cas le réservoir de formation là-dessus, de se dire, bah tiens, comment on priorise nos sujets? Est-ce que c'est nous en centrale qui créons tous les formats? Est-ce que si, je dis une bêtise, mais une marque a un besoin spécifique, il y a un petit round avant de dire, bah tiens, quelle autre marque a ce besoin-là? Du coup, on choisit, est-ce que c'est fait en local ou est-ce que c'est fait même en régional? Parce que tu peux te dire, je sais pas, l'Italie, toutes les marques italiennes, elles vont avoir ce truc-là spécifique. Comment t'orchestres ça? Déjà, est-ce que c'est à ton niveau? Et puis comment vous orchestrez ce genre de sujet? Alors, je considère que je suis responsable du process de learning. Que donc, moi, ce que je peux faire, c'est
aider, la culture à avancer, vers, être capable de donner du feedback, se poser les bonnes questions, aider les managers à donner du temps et à allouer du temps au développement de leurs collaborateurs et une fois qu'ils ont développé ce temps, leur dire: «Ah, vous avez ça, voilà ce qui existe». D'accord? Donc moi, je gère le process. On a mis en place un outil qui nous permet, de donner la possibilité à chacun d'identifier les compétences qui sont importantes pour lui, à partir d'une banque de données de 3 000 compétences, hein. Donc nous, on a fait un premier tri en disant: «Selon nos grandes fonctions, voilà, nous, les 30 compétences qu'on considère être importantes». Finalement, les 30 sont pas importantes pour tout le monde et puis elles sont pas importantes au même niveau d'expertise. Mais ça donne une banque de données. Si la compétence qu'ils recherchent n'est pas là-dedans, ils peuvent aller l'ajouter. Et à partir de ça, ils rentrent dedans, ils rentrent dans le système et ils disent: «Bah, voilà, moi sur ces 30 là, en fait, les 10 qui m'intéressent, c'est celles-là. Sur ces 10, je vais me noter en termes de niveau d'expertise, puis je vais en choisir 3. Voilà. C'est peut-être les 3 pour un mois, pour 3 mois, pour 6 mois, mais je vais choisir les 3 qui sont importantes pour moi. Et à partir de ça, je peux même demander à mon manager de me dire ce qu'il pense. Est-ce qu'il pense que je me suis bien évaluée ou pas? Je peux demander à mes pairs, si j'ai envie, de me dire: «Est-ce que vous pensez qu'en public speaking, je suis vraiment à 7 ou est-ce qu'en fait, je serais à 6?» Voilà. Et à partir de là, la machine se met en route et l'intelligence artificielle va proposer des contenus, tout comme ton Netflix te propose des contenus qui vont te plaire en fonction de ce que tu as vu, en fonction de ce que tu as cliqué comme skills, tu vas avoir accès à un certain nombre de contenus. Sachant que tes collègues, les gens avec qui tu travailles peuvent aussi te rediriger vers, tel programme, telle, vidéo, telle, lecture et cetera. Donc déjà, la balle, elle est pas dans mon camp. La balle, elle est dans le camp du collaborateur. Je suis incapable, et j'aimerais bien savoir si quelqu'un est capable, de te dire, en merchandising, quand tu as 6 ans d'expérience et que tu es basé, à Milan, quelle est la compétence dont tu as besoin? En fait, je ne crois pas du tout que ça soit des modèles qui soient des modèles viables. Je pense que c'est extrêmement consommateur de temps d'essayer de faire des mappings précis, spécifiques, et qu'en fait, nous, ça nous prend plus de temps, nous, fonction RH, avec les managers, de le développer, que le moment où on l'a développé, c'est déjà obsolète. Donc moi, je préfère être responsable du process et dire, quelle que soit la compétence, je suis responsable de plugger des contenus qui vont être, relevant, de bonne qualité, engageants, et cetera, et dire, en revanche, établir le plan, ça, c'est dans ton camp. C'est marrant ce que tu dis, ça fait écho à un sujet que je vois revenir de plus en plus, qui est lié à la fixation d'objectifs. Mmh. Il y a énormément et encore pas mal de sujets autour de la méthode OKR, c'est-à-dire comment, à partir d'une vision, tu crées des ambitions, des OKR dans chaque sous-ensemble qui donne des résultats clés. Donc vraiment quelque chose Mmh. qui cascade bien et qui derrière doit pouvoir remonter pour faire une évaluation de la performance. Euh, Ça, c'est pas mal challengé par un autre truc qui est ce qu'on appelle la mise en place d'un système. Et c'est un peu ce que tu dis quand tu parles de process, c'est de dire, bah, en fait, on sait pas exactement, enfin, déjà, on connaît pas la bonne temporalité pour se fixer des objectifs. Donc, essayons d'être fiables sur la partie système, prise de décision, remontée d'informations, savoir actionner quand il y a une demande, un sujet, un besoin, plutôt que se fixer un horizon. Alors même s'il est court dans le temps, on sait, bah en fait, ça peut bouger quoi. Donc le système qui prend le pas sur l'objectif en tant que tel ou l'ambition en tant que tel. Alors, ça Mmh. ne veut pas dire qu'il faut avancer sans objectif, c'est juste se dire, bah oui, on fixe des objectifs, mais le truc sur lequel il faut vraiment qu'on s'appuie, auquel il faut qu'on fasse vraiment confiance, c'est le système qu'on met en place pour de la remontée. Euh, Mais sur la performance, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'entreprise sait où elle veut aller et donc on va, fixer on va mettre des jalons et on va se dire du coup on peut le cascader. Sur la compétence, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas de quoi sera fait le monde dans 3 ans. Et moi, je vois quand j'ai pris mon job, je savais pas que j'allais devoir rentrer de manière assez profonde sur les LXP. Tu vois? Je savais pas. Donc c'est plus une question de se dire: «OK, en fonction du fait que le digital learning a pris la main, en fonction de tout un tas de ces sujets-là, en fait, la compétence dont je vais avoir besoin, elle émerge et la personne la plus à même de la sentir émerger et de voir que c'est un truc qu'il va falloir où il y a un gap, c'est moi mmh. et mon Et, manager, mais c'est et là-dessus, alors enfin, tu peux leur faire de la pub d'ailleurs, mais le système que vous avez mis en place, vous travaillez avec qui sur ces sujets d'intelligence de on travaille mapping? avec 2 grids.
OK. Et on en est au tout début du chemin. On D'accord. l'a lancé en OK. septembre. On a une partie de l'organisation qui avait piloté ça avant, mais tu vois, on n'a pas encore le retour d'expérience, je te reviendrai l'année prochaine pour t'en parler. Ouais, ouais, bien sûr. Et alors, du coup, effectivement, si ça m'évoque un deuxième sujet. C'est marrant parce que chacune de tes réponses me fait ouvrir une autre porte. Je suis désolé, ça fait un peu interrogatoire, mais je trouve le truc passionnant. Euh, donc, tu as ce système qui te permet effectivement de, en gros, faire un mapping de ton besoin et de ce que vous avez en boutique pour y répondre. Concrètement, en termes d'orga dans le quotidien des équipes, est-ce que, et je pense que ça fait écho à ton sujet de développer la culture de l'apprentissage, est-ce qu'il y a des choses qui, historiquement, dans certaines marques, par exemple, sont déjà bien en place en disant, bah, en fait, il y a une partie du temps des équipes qui sont dédiées à ces sujets. Comment vous créez ce temps-là? Alors, créer du temps, ça n'existe pas, c'est plutôt comment vous priorisez ce temps-là dans des agendas de marques qui doivent être, j'imagine, pas mal chargés par ailleurs sur du développement de pays, du développement de produits, enfin, bon, multiples choses très opérationnelles. Voilà. Bah, Est-ce d'autant que tu plus as qu'on est une... dans une, organisation en croissance. C'est ça, Et une c'est le organisation en monde n'est pas là croissance. forcément, là, mais nous, on a des organisations qui font des croissances à 2 chiffres depuis Mhm. 10 ans. Où Donc ça va vite, ça pousse fort. Euh, comment t'arrives, enfin comment t'arrives, je sais pas si comment t'arrives ou pas d'ailleurs, je pense que c'est intéressant de mettre le doigt sur des potentiels points encore à claquer, à mettre ça à l'agenda d'un CODIR, d'un même COMEX, et de faire en sorte que ça redescende bien dans les organisations. bah, en fait, c'est pour ça qu'on a décidé de travailler sur la culture. C'est que il y a des choses, voilà, il faut mettre sa maison en ordre. Donc ça, c'est ce qu'on a fait l'année dernière. On a vraiment passé du temps, pour, comprendre où est-ce qu'on en était, post-covid. Puisque c'est un peu comme un raz-de-marée qui est passé et puis une fois que le raz-de-marée est parti, on s'est dit: «OK, donc qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui a tenu pendant? Qu'est-ce que ça veut dire?» et cetera. Et donc qu'est-ce qu'on remet en route ou pas? On s'est vraiment posé la question. Et on a réfléchi à ce moment-là, voilà, quels sont les nouveaux besoins. Ce qu'on s'est dit, c'est un vrai besoin de clarté sur ce qu'on offre. En dehors du marketing dont on a parlé il y a quelques moments, aujourd'hui, les gens savent pas très bien: «Ah bon, mais ça, c'est pour qui? Mais c'est pourquoi? Mais comment je fais pour m'inscrire?» Donc ça, il y a un premier truc de, la clarté, la structure, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est on pousse très, 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 très fort vers laisser la main aux collaborateurs. Et pour ça, pour nous, en tout cas pour nous, ça va être un très, très gros changement. On a l'habitude de faire, un lien entre le groupe, les maisons, les RH, les managers qui redescendent et puis ça remonte et cetera. Ça correspond pas au rythme du besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, un collaborateur, s'il a envie d'aller apprendre quelque chose, il tape dans Google sa compétence, il va trouver un workshop, il va trouver un tuto, il va trouver et en fait, c'est tout de suite dont on a besoin. Donc on a quelque chose à aller travailler sur l'immédiateté, de la disponibilité de la ressource et la transparence de ce qui existe. La transparence, c'est un nouveau sujet aussi. Ouvrir notre catalogue à tous. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent forcément tous s'inscrire, mais en tout cas, savoir que ça existe, que c'est possible, et cetera. Donc ça, c'est un travail en cours. Ça fait partie des choses qu'on a décidé de mettre en œuvre. Donc une structure plus claire, des contenus impeccables et une expérience, waouh! Nous, on parle beaucoup de comment est-ce qu'on wow nos clients, en boutique, dans leur expérience en ligne. Mais on a envie de faire la même chose avec nos collaborateurs. On sait que, la manière dont les choses sont présentées, la beauté, la fluidité, the relevance comme on dit en anglais, tout ça, c'est des choses qui font que c'est attractif. Donc on a besoin d'être très, 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 très attractif, comme une marque interne, voilà. Et c'est en cours de construction, en toute modestie. Merci Voilà. beaucoup pour la transparence dans ta réponse aussi là-dessus. Je voudrais qu'on bascule sur la deuxième partie qui était plutôt, tu disais qu'à travers tes différentes expériences, tu avais vu un peu les multiples facettes du développement des talents, en tout cas des talents d'un collaborateur. Est-ce que tu as une grille de lecture là-dessus en disant pareil, hein, bien développer un collaborateur, est-ce qu'il y a des étapes clés, des moments clés à pas louper aussi? Euh, comment tu vois les choses sur cette partie-là? Alors, si tu prends un petit peu tes différents
tes différents prismes aujourd'hui, alors que ce soit avec les collabs que Bah, tu j dé côtoies chez le déjà client. le 1er truc, c'est que je trouve que ça a beaucoup changé. Non, mais c'est vrai, c'est pas du tout la même chose, dans les années 2000, quand j'ai commencé qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir et je trouve quelque part que les collaborateurs ont repris, la main sur plein de choses, dans le bon sens du terme, où ils ont envie de pouvoir, transformer leur environnement de travail, de pouvoir, le faire, mûrir, le faire grandir et de ce point de vue-là, je trouve on a beaucoup eu de démocratisation de tout un tas d'outils. Moi, je me souviens le coaching quand j'ai commencé, ma carrière, d'abord il fallait avoir des cheveux blancs pour pouvoir être coach. Mmh. Pour Ensuite coach c'était ou coacher? réservé ah non, pour être coach, il fallait avoir, hem, une certaine bouteille et c'était que pour les happy few et puis il y avait aussi une espèce d'image du coaching de c'est quand ça va pas bien. Je pense que ça, par exemple, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Tu peux être C'est coach avec des marrant, compétences moi j'ai hyper spécifiques, mmh. tu peux être beaucoup plus jeune, c'est accessible à beaucoup plus de gens, il y a beaucoup moins de barrières intellectuelles sur, «C'est parce que ça va pas bien». Enfin voilà, tu disais: «C'est marrant», pardon, excuse-moi, je t'ai Bah, en fait, ouais, je trouve qu'il y a encore alors c'est sans doute parce que, il y a de l'inertie, quoi, mais on utilise encore beaucoup le coaching comme quelque chose de alors je sais pas si c'est thérapeutique, le bon terme, mais c'est vraiment, on te propose un on coaching appelle dans ça une en org anglais remedial, c'est remedial, ça, tu vois? remedial. Quand il y a un problème, on t'apporte un coaching. «Ah, mais il y a un problème avec ce collab, il est plus motivé». Ah bah, faisons-le coacher. Ce qui fait qu'en réalité, si tu alors je connais pas la proportion et je vais bien me garder de donner un chiffre, mais il y a un nombre non négligeable de tracks de coaching qui finissent par une séparation entre le collaborateur et l'organisation. Parce que c'est Alors c'est pas souvent, mon cas, c'est pas mon expérience, je c'est pas tiens à ton te le dire. expérience. Non, mais c'est bien, on va en discuter, Hem, mais moi enfin, je l'ai pas mal vu, je l'ai vécu, je l'ai pas mal vu autour de moi de dire, bah, en fait, c'est souvent, j'allais dire trop tard. Et c'est jamais trop tard et de toute façon, c'est pas c'est pas très grave, mais le fait de dire, «Ah oui, donc ça va pas, donc on fait coacher la personne». Alors que je te rejoins, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans, alors c'est pour continuer sur cette métaphore, je sais pas si elle est médicale, mais dans le préventif, de dire, bah, en fait, tu as envie d'apprendre un truc, va voir quelqu'un, il va t'aider, ou tu vas chercher un buddy, un sparring partner. Enfin, d'ailleurs, c'est peut-être pas forcément quelqu'un qui a le titre de coach pour t'aider à développer des compétences, en tout cas des savoir-être ou des savoir-faire, quoi. alors, préventif, ça me va pas non plus. C'est si je peux être précise. Vas-y. Parce qu'il y a des coachings qui sont quand tout va bien et qu'on veut accélérer la réussite. Donc c'est même pas du préventif au cas où il y aurait un problème, c'est de l'accélération d'accès à son potentiel. Mm. Moi, j'en ai eu plusieurs, des gens qui étaient, dans des boîtes qui explosaient. Parce que comme j'ai un double parcours, grand groupe start-up, quand j'étais, indépendante, j'ai accompagné pas mal de gens dans des start-up qui faisaient des croissances à 2 chiffres, mais de l'ordre de 20 à 30 par an, sur lequel, c'était pas une question d'aller bien ou de pas aller bien, hein, c'était une question de il faut grandir à la vitesse de l'organisation. Donc on a besoin d'un accélérateur, on a besoin d'un soutien pour aller aussi vite. C'est pas un rythme humain de développement, j'ai envie de te dire. Nous, d'habitude, il nous fallait 3 ans pour acquérir une compétence. Là, ils avaient 3 mois. Donc tu vois, il peut y avoir des situations comme ça. Moi, j'ai quand même l'impression que, c'est plus un stigma d'avoir un coach, qu'il y a des gens qui le prennent de manière proactive eux-mêmes, qui attendent pas que l'organisation le leur offre. Et puis de toute façon, l'approche autour du coaching, le peer to peer coaching, le mentoring, le buddying, le Le co-développement, codev, ouais. toutes ces méthodologies qui montrent que en se faisant aider, en créant des communautés, en tout cas en créant de la confiance dans la relation, on grandit plus vite et on Mm. grandit mieux, se sont formalisés avec un certain nombre de titres et se sont généralisés. Je, mmh, Tu as raison, et je pense que ça va avec ce que tu disais tout à l'heure sur la transparence. Je pense aussi que certains leaders, pas tous, assument plus de dire, bah, en fait, enfin, les gens se font pas tout seuls. Les gens se font aider. Et je pense que tu regardes n'importe quelle patronne ou patron, une boîte importante, il est entouré, alors pas que des gens qui travaillent avec lui au quotidien, mais de coachs, quoi. Sur chaque thématique, quasiment, il y a au moins des gens avec qui réfléchir, avec qui taper la balle.
Je pense enfin, c'est très lié effectivement à un développement, peut-être une communication aussi plus authentique où de facto les gens disent ah bah ouais mais en fait si lui il le fait, moi je peux pouvoir me faire aider quoi. Le pouvoir de la vulnérabilité, Le tel que pouvoir de la défini par vulnérabilité. Brené Brown, tout à fait. Et je pense qu'il y a, hier on faisait, le lancement de notre programme de mentoring et donc on avait une soixantaine de personnes et j'étais avec les mentors et ils disaient, «C'est très bien de le formaliser parce que c'est utile pour nous d'avoir des outils, des toolkits, des points de référence sur ce qui est attendu et cetera. Mais on est d'accord, on fait tous ça. On le fait tous et on le fait tous depuis toujours et on en a bénéficié à un moment ou à un autre de quelqu'un qui nous a offert du temps, de l'expérience, de l'écoute pour nous aider à grandir et en fait, c'est absolument nécessaire pour être arrivé là où on est. Donc tu vois, c'est ce truc-là de voilà, on a mis un mot dessus, on le développe, on le formalise, on le structure, on aide aussi plus de gens à y avoir accès et je pense que le coaching, c'est aussi un peu, comme ça. Après, voilà, c'est un métier passionnant et formidable et je trouve que c'est important qu'on formalise ce que c'est qu'un coach et ce que ça en est pas. Donc voilà, je trouve que le marché, il est très, très ouvert aujourd'hui et il y a plein de gens pour qui c'est super. Mais moi, je fais assez attention à mettre des gens qui ont, les compétences et qui ont l'expérience qui va permettre, de vraiment aider, nos collaborateurs. C'est quoi ta grille de lecture là-dessus? Ah T'as ben, des red flags? un Ok. diplôme, de la supervision, des accréditations internationales, une vraie expérience professionnelle, dans les métiers qu'on est en train d'accompagner, après ça veut pas dire que tu peux pas être coach de vie, hein, mais c'est pas forcément ce que moi je vais aller embaucher, à mon niveau. C'est des métiers différents encore une fois. Ok. Et là, sur les différentes modalités, tu vois, on a parlé pas mal enfin, du peering, enfin, peer mentoring notamment. Est-ce que pareil, c'est selon j'allais dire le niveau dans la hiérarchie, mais selon les types de métiers, tu développes telle ou telle modalité? Parce que Moi t'es- j'ai 3 choses. J'ai 3 piliers sur lesquels je m'appuie quand on me dit: «Ah tiens, et si on faisait un nouveau programme ou si on faisait une nouvelle activité?» Il y a 3 choses sur lesquelles on s'est mis d'accord avec mon équipe, en 2020, quand je suis arrivée et en fait, c'est notre grille de lecture à chaque fois. La première, c'est est-ce que ça vient soutenir la mise en place d'une organisation apprenante? En tout cas, cette learning culture qu'on essaie de mettre en place. La deuxième, c'est est-ce qu'on met les collaborateurs au centre, d'être en centre de décision? En fait, je ne veux plus qu'on traite les collaborateurs comme des enfants à qui il faut qu'on donne la permission de faire des choses. Donc est-ce que ça leur donne la possibilité de choisir? Voilà. Et la troisième, c'est est-ce qu'on s'appuie sur les compétences qu'on a déjà en interne? Parce que moi, j'étais fascinée à quel point, parfois, dans les organisations, on donne un blanc-seing à des gens qui sont en externe parce qu'ils sont en externe et on fait pas confiance aux leaders qu'on a en interne Hmm. pour s'entraider, se partager leurs compétences, leur savoir-faire, leur expérience et cetera. Or, moi, je suis dans une organisation qui est quand même voilà, au top sur tout un tas de sujets métiers, et donc je pense qu'on a plein, plein d'experts, en interne. Donc ce 3e aspect-là, nous, on a mis du codev et notamment l'opportunité de, après une formation, s'appuyer sur un groupe de pairs pour toutes nos formations managériales, par exemple. Donc tu fais tes 2 jours de formation en salle parce qu'on pense quand même qu'il y a une vraie place pour ça. Prendre du temps en dehors de son métier du quotidien pour réfléchir à sa pratique et intégrer des outils, mais ça fait pas que tu as acquis la compétence au bout de 2 jours. Donc après, on a mis en place ce qu'on appelle des boosters, qui sont du co-développement, ou avec un groupe de managers qui a aussi fait la formation. Pendant 6 mois, tu te vois, tu partages tes problèmes, tu prends des cas, tu travailles sur chacun des cas et tu vas en profondeur et c'est à travers ça que les gens, ils se transforment. C'est pas avec 2 jours. C'est hyper intéressant et j'imagine qu'en plus, toi, tu as un double niveau, c'est-à-dire que tu as les gens, par exemple, dans la même maison, donc à peu près le même contexte, les mêmes enjeux hyper opérationnels, mais tu as aussi des homologues de plusieurs maisons différentes. Tout à fait. Nous, on est cross maison dans tout ce qu'on fait et ça fait partie vraiment de nos missions, c'est-à-dire de donner la possibilité à nos collaborateurs de se rencontrer. Hyper intéressant. On va finaliser ça. Après, j'ai deux, trois petites questions pour conclure plutôt sur toi, comment tu apprends, comment tu te maintiens un jour sur ces sujets. Je reviens 2 secondes sur la partie euh, marketing de la formation et plutôt sur, encore une fois, sur
ce qu'on va appeler la mesure d'impact ou au moins la boucle de feedback que tu mets pour être sûr que tu es sur la bonne track. Alors là, je comprends effectivement, tu es sur le job depuis à peu près 2 ans. Ouais, c'est ça. 2 ans et demi. 2 ans et demi, je sais plus si c'était un Tu an et sais, demi je ou suis deux comme ans et les demi. enfants. Moi, je compte les demi. Tu tentes les demi. 28 mois. Non, c'est ça. Non, t'as mis, j'imagine que là, il y avait des gros chantiers de mise à niveau, de relancer un peu j'allais dire le paquebot. Ouais, il y a quand même un truc un peu, c'est gros, quoi. Effectivement, est-ce que tu as déjà anticipé ah ouais, tiens, on met ces types de cellules en place un peu en éclair pour dire, bah tiens, là, effectivement, on a les premiers succès, faut qu'on se bâtisse là-dessus. Au contraire, tiens, si quelqu'un nous dit ça, on analyse ce sujet, est-ce qu'on se laisse la possibilité soit de fine-tuner, soit de changer de direction, changer un peu le cap? Est-ce que tu as déjà réfléchi à cette partie-là? Bah, sachant qu'on a lancé officiellement notre début de stratégie en janvier, j'ai envie de te dire non. On n'en est Hmm. pas encore au moment où on se dit on va changer de direction. On a un paquebot, comme tu le dis. Le paquebot, il est gros, il met du temps à tourner. Donc une fois qu'il est lancé, on essaye de pas tourner tout de suite. Ouais. En revanche, le pilier le plus important pour moi au quotidien et ma mesure de succès, c'est l'engagement de ma communauté learning, qui est multi-pays, multimarque, enfin qui est voilà. Et donc cet engagement-là autour de on sait où on va, on est tous d'accord sur le fait qu'on y va. Donc c'est un peu le départ, de la route du Rhum, il y a 15 jours. Tu as 135 bateaux, mais ils vont tous au même endroit. Alors ils ont tous des Hmm. tailles différentes, ils vont pas forcément prendre les mêmes chemins, ils vont pas avoir les mêmes difficultés, mais par contre, on sait tous où on va. Et ça, j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'on a réussi à faire cette année. Et puis après, on va avoir plein de manières d'y aller et moi, ça me va très bien qu'on ait de la richesse autour de ça, Hmm. parce on est dans une boîte très décentralisée et c'est OK. Donc on va vers de l'intégration sur les choses qui sont importantes, mais le comment, il faut qu'il soit à la main de la personne qui est à la formation d'une de nos marques parce que ça va aussi, s'appuyer sur la culture, les valeurs, les personnalités des dirigeants et donc ça va être authentique. On en parlait tout Hmm. à l'heure. Si je décide toute seule dans ma tour d'ivoire, ça ne va pas marcher. Si je voulais un peu amener là-dessus, c'est effectivement comment tu parles de communauté learning. J'imagine que tu as alors plus que des ambassadeurs learning, il y a des responsables learning dans chaque Ouais, business unit pour faire un mot rapide. Euh, Est-ce que tu as des rituels pour les animer, tout à fait. ces personnes-là? Bah, on se parle Ça, tous les mois déjà ok, et ça, c'est un rendez-vous inratable. On a une newsletter tous les 15 jours, donc on les tient au courant vraiment de manière, proche. Avec la plupart d'entre eux, moi, j'ai des one to one, de manière régulière et puis on a mis en place un événement annuel pour pouvoir, décider des grandes priorités tous ensemble et puis là, par exemple, sur le Global Learning Day, on a une partie de cette communauté-là qui est dans ce qu'on appelle la core team, donc qui délivre. Donc là, on se parle toutes les semaines et puis une partie de la communauté à qui on parle tous les mois pour vérifier toutes les étapes. Donc oui, on travaille de manière extrêmement imbriquée. trop bien. Ça, c'est effectivement une bonne pratique que j'ai vue dans les communautés apprenantes, c'est de bien cultiver ton réseau d'ambassadeurs, d'ailleurs, qui est sur le job learning management local ou pas d'ailleurs. Nous, on se rend compte alors, sur les quelques communautés qu'on anime qu'on peut avoir des managers en fait qui prennent ce bâton-là aussi. Tu vois. Mmh. On fait un truc très simple, on suit la consommation sur les plateformes et sur les clubs qu'on anime. On regarde, ah tiens, ces deux trois personnes-là ont l'air très actives. Allons leur parler et fournissons-leur des outils, alors soit des outils complémentaires ou au moins on les met un peu dans le cercle de réflexion. Merci beaucoup pour ce partage. Du coup, les deux, trois dernières questions pour finir. Comment toi tu apprends? Est-ce que tu as des routines? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu fais particulièrement attention dans tes journées de travail Alors, pour te moi, maintenir à jour? je suis une learning junkie, donc je ne suis pas sûre que ça soit un bon exemple. Donc déjà, Attention, par prenez, exemple prenez les recommandations qui arrivent avec des pincettes à ne pas c'est mettre ça, dans toutes les oreilles. exactement. Donc la première chose, c'est qu'avec mon équipe, on a un meeting toutes les semaines dédié à ça et donc
À tour de rôle, on choisit un contenu, une idée, un article, un livre, et cetera et on fait le travail entre les 2 et pendant la demi-heure, on débrief, on fait de l'action learning. Donc ce que j'ai trouvé intéressant dans cet article, c'est que ça m'a appris ça, où j'ai découvert ça, où j'ai compris que j'utilisais mal ce mot. Donc ça, c'est une première pratique, c'est engageant. On vient de finir le bouquin de Brené Brown sur Atlas of the Heart qui cartographie toutes les émotions. Autant dire que ça a donné des apprentissages en profondeur. Hem, on a, enfin moi je lis, j'écoute des podcasts, tout le temps, je lis des livres dont on a parlé dans les podcasts, je me fais des notes sur les choses que j'ai apprises. Que te dire? Voilà, moi, c'est un peu ma passion dans la vie, donc choisissez votre passion, puis après allez-y. Je n'ai pas dit qu'il fallait qu'on le voilà, qu'on le fasse, Et tu tout le publies monde le ces fasse de la choses-là même ou façon. tu les gardes juste dans tes notes, ça nourrit ta Alors écoute, j'ai réflexion? pas encore fait mon coming out de Learning Junkie, mais je suis d'accord avec toi, je pense que ça serait une bonne idée. Bah, Voilà. ça a de la valeur, ouais. Ouais. Enfin, c'est de toute façon, tout ce qui est curation a énormément de valeur et je pense qu'en plus, si tu rajoutes ton prisme de doueur par-dessus, je trouverais ça en tout cas hyper intéressant. My two cents sur le sujet. Euh, Si on a envie de te contacter pour échanger, est-ce que Oh, il c'est y a dur un, ça. ouais, il y a un biais, Écoute, il y a un moyen simple ou pas? Ou alors c'est filtré, tu mets des murailles ouais, justement pour pouvoir apprendre. je suis assez filtrée parce que, d'abord j'ai une grande équipe, donc je suis pas toute seule et donc selon les sujets, mon équipe est toute autonomie pour aller chercher des choses qui les intéressent et cetera. Je suis sur LinkedIn, donc c'est une première bonne manière. Mais c'est vrai que je suis assez focalisée sur les choses que Hmm, j'ai envie d'aller apprendre et donc je suis pas très en réception, j'avoue, sur, hmm. Tu fais du heu picking. voilà, exactement. Je Ok. choisis ce que je veux aller apprendre et puis j'y vais généralement. Voilà, Et voilà. juste là, si je te demande, je sais pas, un ou deux exemples des derniers trucs en learning où tu te dis, bon, ça a l'air vachement bien, faut qu'on le mette dans notre roadmap. Alors peut-être moyen terme, parce que là, j'imagine qu'il y a encore pas mal d'étapes et des choses déjà C'est pas bien forcément chaudes à des sortir. outils, mais tu vois, Ouais. le dernier truc sur lequel on s'est mis d'accord avec notre équipe, c'est, de continuer à modéliser l'apprentissage et le modéliser, ça veut dire on va mettre en place une pratique qui va s'appeler les learning stories, où on va demander à des gens d'animer des mini workshops, c'est 20 minutes, 25 minutes, pour dire: «Voilà moi ce que j'ai appris» et donc on va leur donner une trame et les gens pourront s'inscrire. Encore une fois, c'est les gens qui vont décider d'aller s'inscrire et les gens vont aller, vont travailler sur leur propre expérience d'apprentissage et aller le partager avec d'autres gens. Donc tu vois, ça, c'est vraiment un truc qui parle du process, pas du quoi. Et donc, ok, pour bien comprendre, c'est un peu comme un testimonial de leur Oui, expérience learning chez vous, ou c'est plus sur le contenu de ce qu'ils ont appris spécifiquement? moi, je vais leur donner un template qui Hmm. est, voilà comment on raconte son expérience d'apprentissage, puis les gens vont venir vous poser des questions spécifiquement sur un truc et donc ça va vous aider à clarifier. Puis vous allez enfin, tu vois, je fais un Mhm. process et nos collaborateurs pourront venir, enfin s'inscrire, pourront le faire déjà, on va les aider, on va pas les laisser tout seuls et puis, animer, à travers leur expérience d'apprentissage. Par contre, le contenu, c'est-à-dire est-ce que j'ai appris sur, du PowerPoint ou sur du merchandising, bon ça c'est pas moi qui décide. Ok, Voilà, tac. c'est Et la finalité de ça, c'est quoi? C'est d'en faire des capsules learning pour les gens autour d'eux? Ou c'est justement pour pas autour remonter d'eux. Ok, d'accord. C'est de diffuser en interne et de modéliser ce que c'est qu'une expérience d'apprentissage. De montrer qu'en fait, c'est pas non plus, forcément, aller avoir un MBA dans telle, université, c'est au quotidien comment est-ce qu'on est en conscience, en réflexivité sur le fait d'apprendre. Voilà. Ok, super clair. Merci beaucoup pour le partage. Toute dernière question, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton réseau qu'il faut absolument qu'on convie sur ce rendez-vous pour parler learning?
Écoute, moi, la personne avec laquelle j'aime beaucoup, beaucoup, travailler sur ce sujet, c'est Agnès Leleuche, Ok. que j'avais croisée dans une expérience précédente, avec qui j'ai beaucoup bossé, qui nous accompagne notamment sur le Global Learning Day et qui a poussé pas mal, qui a poussé son expertise vraiment sur ce learning how to learn et donc qui continue à m'apprendre plein de choses. Ok, bah écoute, on va faire partir une invitation. On espère l'avoir bientôt sur ce format. Il me reste à te remercier vraiment beaucoup parce que je pense qu'on a fait un épisode à la fois dense, mais on est resté quand même assez synthétique, donc c'est un vrai challenge. Merci beaucoup, Pauline. C'était super Avec plaisir, intéressant. je me suis amusée. Tout va bien. Bon, bah super, si tu as amusé, c'est le principal. Il me reste à souhaiter une bonne suite de journée aux auditrices et aux auditeurs qui nous suivent jusqu'à maintenant. Vous donner rendez-vous pour un prochain épisode de Learning by Doing et je vous dis à bientôt. Merci encore, Pauline, et je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin et commencer à développer une culture de l'apprentissage autour de vous, pensez à vous abonner gratuitement à notre sélection hebdomadaire d'outils pratiques pour animer votre équipe. C'est disponible via le lien qui est en description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de le faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser un petit mot en commentaire. On lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer au fil des épisodes. Merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.